1er juillet 1944. Base aérienne de Hollandia, Nouvelle-Guinée. 4 P-38 Lightning touchent le sol après 6h30 au-dessus du territoire ennemi. 3 pilotes descendent de leur appareil avec des jauges de carburant indiquant quasiment vide. Peut-être 190 litres restants dans leur réservoir. Le 4e appareil, piloté par un civil de 42 ans, affiche encore 795 litres restants. Même mission, même météo, même avion. Mais d'une manière ou d'une autre, ce pilote avait utilisé 760 litres de carburant, de moins que les meilleurs pilotes de chasse du Pacifique. Le chef d'équipe au sol fixe sa jauge, puis la vérifie à nouveau. Pendant des mois, les pilotes américains avaient de piloter ces chasseurs bimoteurs exactement comme le manuel l'exigeait. 2200 tours par minute, mélange riches automatiques, suivant chaque procédure inculquée depuis l'école de pilotage. On leur avait appris que s'écarter de ces normes détruirait leur moteur, que dépasser le carré, une pression d'admission élevée avec un faible régime, était un suicide aéronautique. Mais debout sur cette piste d'atterrissage de Nouvelle-Guinée, en regardant des relevés de carburant qui défiaient tout ce que l'armée de l'air croyait savoir sur la gestion moteur, une question flottait dans l'air humide du Pacifique. Et si tout ce qu'on leur avait appris sur le pilotage était faux? La partie de dames durait depuis 20 minutes quand on frappa au moustiquaire. Le colonel Charles MacDonald leva à peine les yeux des cases rouges et noires, son esprit continuant de calculer les coups, tandis que la chaleur de l'après-midi pesait sur leur quartier général improvisé à la base aérienne de Hollandia. Le lieutenant-colonel Merrill Smith était assis en face de lui, tout aussi absorbé par leur divertissement improvisé, l'une des rares distractions disponibles dans ce coin des Indes néerlandaises. « Excusez-moi, messieurs. » La voix portait une autorité tranquille qui fit finalement lever les yeux à MacDonald vers la porte. Un homme d'âge moyen, en treillis kaki de la marine se tenait là, son uniforme impeccable malgré l'humidité. « Je suis Charles Lindbergh. » La main de MacDonald se figea à mi-chemin d'un pion. Le nom resta suspendu dans l'air comme la fumée d'un avion craché. Les yeux de Smith s'écarquillèrent légèrement, mais MacDonald se surprit à fixer ce civil à l'apparence banale, essayant de concilier la légende avec l'homme qui se tenait devant eux. Ce Charles Lindbergh, celui qui a traversé l'Atlantique en solo il y a 17 ans? Le général Hutchinson m'a envoyé, continua Lindbergh en entrant dans leurs quartiers exigus. Il a pensé que je pourrais discuter des opérations de combat du P-38 avec vous. MacDonald se leva lentement, la partie de dames oubliée. À 29 ans, il commandait le 475e Fighter Group, mais il avait grandi en lisant les exploits de Lindbergh. Chaque pilote américain avait grandi avec l'histoire du Spirit of St. Louis. C'était plus qu'une histoire aéronautique. C'était le moment où le vol était passé de la voltige de cirque au véritable transport. Et maintenant, ce même pilote se tenait sous leur tente, posant des questions sur leur réalité quotidienne, les missions à travers le vaste Pacifique. « Bien sûr, monsieur Lindbergh. Asseyez-vous donc. » MacDonald désigna une chaise pliante, puis appela le colonel Warren Lewis. S'ils allaient discuter des opérations du P-38, Lewis devait être là. Le commandant du 433e Fighter Squadron connaissait mieux que quiconque les mathématiques écrasantes de leur situation actuelle. Lewis arriva en quelques minutes, sa combinaison de vol encore humide de la sueur de la séance d'information du matin. Il regarda leur visiteur et son sang-froid professionnel se fissura légèrement. « Monsieur Lindbergh, qu'est-ce qui vous amène dans notre petit coin de paradis ?» L'ironie n'échappa à personne. Le paradis? Si le paradis consistait en des hangars métalliques cuisant sous un soleil tropical, une boue qui ne séchait jamais tout à fait et le bourdonnement constant d'insectes semblant immunisés contre tous les répulsifs que l'intendance pouvait fournir. Mais la question de Lewis était sincère. Que pouvait bien vouloir l'aviateur le plus célèbre du monde avec leurs opérations de chasse? « Je suis ici pour apprendre, » répondit simplement Lindbergh, et peut-être pour partager quelques observations sur les vols long courriers. Lewis s'installa sur une autre chaise pliante et MacDonald le vit passer mentalement en mode briefing. « Eh bien, monsieur Lindbergh, notre situation est assez simple. Nous effectuons des missions qui repoussent toutes les limites de ces appareils. » Le colonel sortit une carte usée, l'étalant sur le bureau de MacDonald et poussant le damier de côté.
Son doigt traça des routes sur des centaines de kilomètres d'eau bleue du Pacifique, parsemées de minuscules îles qui semblaient insignifiantes sur le papier, mais représentaient des points de navigation vitaux pour des pilotes volant seuls au-dessus d'un océan sans fin. 6h12 à 7h, continua Lewis, sa voix prenant le ton mesuré de quelqu'un qui avait calculé ces chiffres trop de fois. C'est ce que nous demandons à ces garçons maintenant. Des missions qui étaient impossibles il y a 1 an deviennent routinières, et les marges de carburant, il secoua la tête. MacDonald observa Lindbergh étudier la carte avec l'intensité d'un ingénieur examinant des plans. Ses yeux bleu pâle parcouraient systématiquement les îles, calculant les distances avec la précision de quelqu'un qui avait passé des décennies à penser en termes d'autonomie et d'endurance. C'était le regard d'un pilote qui comprenait que le carburant n'était pas qu'un chiffre sur une jauge. C'était du temps, de la distance et, en fin de compte, la survie. Le P-38J a un rayon de combat annoncé de 920 km, expliqua Lewis. Dans la pratique, nous repoussons cette limite à chaque mission. La procédure standard exige 2200 à 2400 tours par minute, réglage de mélanges riches automatiques. La consommation de carburant dépasse les 380 litres par heure au total. Lindbergh hocha lentement la tête, mais MacDonald saisit quelque chose dans son expression. Pas de la confusion, mais de la reconnaissance, comme un mécanicien entendant des symptômes qu'il avait déjà diagnostiqués. « Ces garçons reviennent épuisés », continua Lewis. 7 heures dans ce cockpit, c'est une torture. Assis sur un parachute, un radeau de sauvetage et un oreiller. La tension physique est une chose, mais la pression mentale, il désigna à nouveau la carte. Chaque briefing de mission devient un calcul de carburant. Quelle réserve? Combien de temps pouvons-nous rester sur l'objectif? Quel est notre point de non-retour absolu? MacDonald avait vu cette pression de ses propres yeux. De jeunes pilotes, certains à peine âgés de 21 ans, penchés sur des tables de planification de vol avec des règles à calcul et des crayons, calculant des marges qui déterminaient s'ils verraient un autre lever de soleil. Trop de bons hommes avaient déjà été perdus à cause de réservoirs vides plutôt que de balles ennemies. Les mathématiques étaient impitoyables, tomber en panne de carburant au-dessus du Pacifique, et les secours étaient improbables au mieux. Et ça empire, ajouta Lewis doucement. Les cibles s'éloignent de plus en plus. Rabaul, Wewak. Maintenant, on parle de missions profondément dans les Philippines. La guerre se déplace vers l'ouest, mais notre capacité en carburant ne suit pas. Lindbergh écouta sans interrompre, posant occasionnellement des questions sur les réglages de mélange, le pas de l'hélice ou les altitudes de croisière. Ces questions étaient spécifiques, techniques, et révélaient une connaissance approfondie des systèmes des appareils qui surprit MacDonald. Ce n'était pas qu'un nom célèbre posant des questions polies. C'était un pilote qui comprenait la gestion de la motorisation à un niveau que la plupart des pilotes de combat n'atteignaient jamais. « Avez-vous expérimenté différents réglages de croisière ?» demanda finalement Lindbergh. Lewis et MacDonald échangèrent des regards. « Les ordres techniques sont assez spécifiques, » répondit Lewis prudemment. « Nous suivons les procédures standards pour la gestion moteur. Régime élevé, mélange riche. C'est ce qui fait tourner ces Allison. » Quelque chose dans l'expression de Lindbergh changea presque imperceptiblement. Pas du désaccord exactement, mais le regard de quelqu'un qui avait entendu une sagesse conventionnelle qui ne correspondait pas à son expérience. « Monsieur Lindbergh, » dit MacDonald lentement, « vous avez mentionné des observations sur les vols long courriers. Quel genre d'observations ?» Pour la première fois depuis son entrée dans leur quartier, Lindbergh sourit légèrement. « Seriez-vous intéressé par une démonstration pratique ? Je me suis qualifié sur P-38 il y a quelques jours, pilotant l'ancien appareil de Dick Bong jusqu'à la base. J'aimerais me joindre à l'une de vos missions de combat. » La requête flotta dans l'air humide entre eux. MacDonald sentit le poids du commandement sur ses épaules. Emmener un civil, même Charles Lindbergh, en opération de combat comportait des risques qui allaient bien au-delà des paramètres normaux de mission. Mais quelque chose dans la confiance tranquille de l'homme suggérait que ce n'était pas une simple curiosité. « Qu'aviez-vous en tête ?» demanda MacDonald. La salle de loisirs de Hollandia avait connu des jours meilleurs, bien que MacDonald ne se souvienne pas quand.
Sol en terre battue par des mois de circulation, toit de chaume de palmier qui fuyait pendant les pluies de l'après-midi, et une seule table de ping-pong qui servait de principal divertissement à l'escadron quand ils ne volèrent pas ou n'entretenaient pas les appareils. Des ampoules électriques sans abat-jour pendaient au chevron, projetant des ombres dures qui faisaient paraître chaque visage plus vieux et plus fatigué qu'il n'aurait dû. McDonald se tenait près de l'estrade improvisée, en réalité juste une caisse en bois retournée, et observa les pilotes assemblés du 475e Fighter Group. 43 hommes, la plupart de moins de 25 ans, tous arborant le regard de ceux qui en avaient trop vu, nés d'innombrables heures passées au-dessus de territoires ennemis, avec les jauges de carburant constamment à l'esprit. Certains perchés sur des chaises pliantes, récupérées dans divers dépôts de ravitaillement. D'autres assis en tailleur sur le sol, et quelques-uns appuyés contre les murs, les bras croisés. « Messieurs !» commença McDonald, sa voix perçant le faible murmure des conversations. « Monsieur Lindbergh a quelque chose à partager concernant l'extension de notre autonomie. » Lindbergh s'avança avec la confiance mesurée de quelqu'un habitué à s'adresser à des publics sceptiques. Il portait le même treillis kaki de la marine que lors de leur rencontre 2 jours plus tôt, bien que McDonald remarquât maintenant les petits détails qui le marquaient comme différents de l'équipement militaire standard. La montre civile, l'absence d'insigne réglementaire, la façon dont il se déplaçait avec la grâce inconsciente de quelqu'un qui avait passé des décennies autour des avions. Réduisez votre régime standard de 2200 tours par minute à 1600, dit Lindbergh sans préambule. Pas d'échauffement, pas de contexte, juste la spécification technique qui allait soit sauver des vies, soit détruire des moteurs. Régler les mélanges de carburant sur appauvri automatique au lieu de riche automatique. Augmenter légèrement les pressions d'admission pour compenser. Le silence qui suivit était de ceux que McDonald avait déjà entendus. Pas de la confusion, mais le grincement mental de pilotes essayant de concilier ce qu'ils venaient d'entendre avec tout ce qu'on leur avait appris. Le lieutenant Bobby Johnson, l'un de leurs chefs de formation les plus stables, leva la main avec hésitation. « Monsieur, dites-vous que nous pouvons réduire le régime à 1400 tours par minute et utiliser 30 pouces de mercure de pression d'admission ?» « C'est exact, » répondit Lindbergh. Les économies de carburant se situent entre 190 et 380 litres par mission, selon les conditions et la durée du vol. Le silence s'approfondit. McDonald étudia les visages de ses pilotes, lisant le mélange d'espoir et d'horreur qui se peignait sur leurs traits. Espoir parce qu'une plus grande autonomie signifiait de meilleures chances de survie, plus de flexibilité tactique et la capacité d'atteindre des cibles qui avaient été hors de leur portée. Horreur parce que chaque instructeur de vol, chaque manuel technique, chaque école de motorisation leur avait enseigné le même principe fondamental, ne jamais dépasser le carré. Le capitaine Jim Watkins exprima ce que tout le monde pensait. « Monsieur Lindbergh, cela va détruire nos moteurs. On nous a toujours dit qu'un régime faible avec une pression d'admission élevée provoque la détonation. » « On vous a mal informé, » interrompit Lindbergh, sa voix portant l'autorité tranquille d'une certitude absolue. « La technique fonctionne parce que vous maintenez une pression d'admission élevée tout en réduisant le régime, pas en augmentant les deux simultanément. Combiné avec des réglages de mélange appauvri automatique au lieu de riche automatique, cela réduit la consommation de carburant à environ 265 litres par heure au total. » Le lieutenant Thomas Hayes, à peine âgé de 22 ans et portant encore l'intensité avide de quelqu'un qui avait obtenu son diplôme de l'école de pilotage 6 mois plus tôt, fit le calcul à voix haute. 265 litres par heure contre nos 380 litres actuels. C'est une réduction de presque 30%. Plus que ça, répondit Lindbergh. En volant à 300 km par heure de vitesse indiquée, cette technique fournit environ 1,1 km par litre. Votre rayon de combat passe de 920 km à 1125 voire 1200 km selon les conditions. Les chiffres flottèrent dans l'air humide comme des obus d'artillerie attendant d'exploser. McDonald voyait ses pilotes faire des calculs, essayant de saisir ce que ces chiffres signifiaient en termes pratiques. Un rayon de combat de 1200 km se traduisait par des missions qu'ils avaient auparavant considérées comme impossibles. Des frappes profondes en territoire tenues par les Japonais qui avaient été hors de leur portée de carburant. Mais la résistance était plus profonde que la simple arithmétique.
Ces hommes avaient survécu au combat en suivant des procédures qui maintenaient leurs moteurs en marche et leurs avions en vol. Les moteurs Allison V 1710 de leur P-38 étaient déjà suffisamment capricieux dans des conditions normales. Modifier les réglages établis ressemblait à jouer leur vie. « Monsieur, dit le major Pete Peterson, un vétéran des missions au-dessus de Rabaul qui avait gagné son scepticisme par une dure expérience, chaque ordre technique que nous avons vu met en garde contre le fonctionnement au-delà du carré, le risque de cognement du moteur, de dommages au piston. La procédure semble controversée parce qu'on vous a formé à croire qu'elle endommagerait les moteurs, répondit patiemment Lindbergh. Mais considérez la source de cette formation. Combien de vos instructeurs avaient de l'expérience avec un vol de croisière longue distance soutenu? Combien avaient opéré ces motorisations spécifiques dans des conditions d'endurance prolongées? La question touchait au cœur de leur dilemme. La formation au pilotage militaire se concentrait sur les manœuvres de combat, le vol en formation et le tir. Pas sur le genre de technique de croisière longue distance efficace que Lindbergh avait perfectionné durant ses décennies d'aviation civile. Les ordres techniques étaient rédigés par des ingénieurs qui privilégiaient la longévité du moteur à l'autonomie opérationnelle, supposant que la capacité en carburant plutôt que la consommation déterminerait les limites de la mission. Le lieutenant-colonel Smith, qui était resté silencieux pendant l'explication de Lindbergh, prit enfin la parole. « Monsieur Lindbergh, vous nous demandez d'effectuer des missions de 9 heures. 7 heures dans un cockpit de Lightning sont déjà une torture. Assis sur l'équipement de secours, à gérer les caprices du système d'oxygène, à lutter contre la fatigue qui affecte le jugement. » Il désigna les pilotes assemblés. « 9 heures semblent au-delà de l'endurance humaine. » MacDonald acquiesça sombrement. Les défis physiques étaient réels et ne pouvaient être ignorés. Les cockpits des P-38 étaient exigus dans les meilleures circonstances et les longues missions signifiaient s'asseoir sur des parachutes, des radeaux de sauvetage et du matériel de survie pendant des heures d'affilée. Les masques à oxygène devenaient de plus en plus inconfortables, les casques radio créaient des points de pression. Et la tension mentale de la navigation au-dessus d'un océan sans relief épuisait même les pilotes expérimentés. Le défi de l'endurance est légitime, reconnut Lindbergh, mais considérez l'alternative. Combien de pilotes avez-vous perdu par manque de carburant? Combien de missions ont été interrompues parce que les marges de carburant ne permettaient pas un temps suffisant sur l'objectif? La question fit mouche parce que chaque pilote dans la salle connaissait la réponse. Trop de bons hommes avaient disparu au-dessus du Pacifique, leurs avions disparaissant simplement quand le carburant s'épuisait à des centaines de kilomètres des côtes. D'autres avaient été forcés de faire demi-tour avant d'atteindre leur cible, permettant aux installations ennemies de rester opérationnelles faute de carburant suffisant pour achever leurs attaques. Le choix n'est pas entre confort et inconfort, continua doucement Lindbergh. C'est entre des techniques éprouvées qui étendent vos capacités opérationnelles et des méthodes conventionnelles qui pourraient limiter inutilement votre efficacité. MacDonald étudia les visages autour de lui, lisant le mélange de curiosité et d'inquiétude sur leurs expressions. C'étaient des vétérans du combat qui avaient appris à faire confiance à leur équipement et à leur formation, mais c'étaient aussi des pragmatiques qui comprenaient que la survie dépendait souvent de l'adaptation aux nouvelles informations. « Monsieur Lindbergh, dit enfin MacDonald, seriez-vous prêt à démontrer cette technique lors d'une mission de combat réelle ?» Le matin du 3 juillet se leva clair sur Hollandia, avec une visibilité s'étendant jusqu'à l'horizon pour la première fois depuis une semaine. MacDonald se tenait à côté de son P-38 Lightning à 5h30, regardant les équipes au sol terminer leurs inspections de prévol, tandis que l'air tropical conservait encore la fraîcheur relative de la nuit. La mission du jour testerait tout ce que Lindbergh avait affirmé sur la gestion du carburant. Un aller-retour de 2060 km qui pousserait même la planification de carburant conventionnel à ses limites absolues. Lindbergh émergea de la tente des opérations portant son équipement de vol avec les mouvements délibérés de quelqu'un qui avait effectué ce rituel des milliers de fois. Sa combinaison de vol empruntée lui allait raisonnablement bien que MacDonald remarquât qu'il portait des bottes de pilotage civil au lieu de l'équipement militaire standard.
Plus révélateur était l'aisance avec laquelle il manipulait son équipement. Harnais de parachute, gilet de sauvetage, masque à oxygène et kit de survie arrangés avec l'efficacité d'une longue pratique. La météo semble bonne pour la démonstration, observa Lindbergh, jetant un coup d'œil vers l'horizon est où le soleil commençait à brûler la brume nocturne. La visibilité devrait rester dégagée pour la navigation, et les vents sont minimes. McDonald acquiesça, bien que son attention fût concentrée sur les calculs de carburant. Il les avait effectués 3 fois pendant la nuit. Les réglages de croisière standard nécessiteraient chaque goutte de la capacité interne de carburant sans pratiquement aucune réserve pour les manœuvres de combat ou les vents contraires imprévus. Si la technique de Lindbergh ne permettait pas les économies promises, il calculerait des rapports de planée au-dessus de l'océan. « Tommy vole aujourd'hui à votre aile », dit McDonald, indiquant l'endroit où le major Thomas Maguire terminait sa propre inspection de pré-vol, 2 avions plus loin sur la ligne de vol. Il surveillera de près votre consommation de carburant. Maguire leva les yeux à la mention de son nom, adressant un bref signe de la main. Le 2e as américain, avec le plus grand nombre de victoires, s'était porté volontaire pour cette mission spécifiquement afin d'observer les méthodes de Lindbergh dans des conditions de combat. Si la technique de gestion du carburant fonctionnait pour quelqu'un avec le style de pilotage agressif de Maguire, elle fonctionnerait pour n'importe qui dans l'escadron. Le briefing avait été simple. Patrouille dans des secteurs au nord-est de leur position actuelle, avec possibilité d'attaque au sol contre plusieurs installations de ravitaillement japonaises sur plusieurs petites îles. Rien d'extraordinaire selon leurs standards récents, mais la distance impliquée testerait à la fois l'efficacité du carburant et l'endurance humaine. Lindbergh grimpa dans son cockpit avec une efficacité éprouvée, ses mouvements économes et précis. McDonald le regarda effectuer sa checklist, notant que le pilote civil prenait plus de temps avec les configurations du système de carburant. Contrairement à la procédure militaire standard, Lindbergh ajusta ses commandes de mélange sur appauvri automatique avant le démarrage du moteur, et ses commandes d'hélice étaient réglées pour un régime inférieur à celui que tout pilote de P-38 avait été formé à utiliser. Le démarrage des moteurs se déroula normalement, les 2 Allison Sim 1710 s'animant avec leur sifflement caractéristique, tandis que les turbocompresseurs montaient en régime. Mais, une fois l'autorisation de roulement obtenue, McDonald nota immédiatement la différence. Les moteurs de Lindbergh tournaient nettement plus silencieusement que les réglages standards, leur bruit d'échappement plus grave et moins agressif. « Tour Hollandia, Vol Lightning demande l'autorisation de décollage », transmit McDonald. « Vol Lightning, autorisé à décoller. Piste 27. Vent calme, visibilité illimitée. » Les 4 P-38 décollèrent en formation, grimpant régulièrement à travers 900 mètres, tandis qu'ils se dirigeaient vers le nord-est en direction de leur zone de patrouille. McDonald maintint ses manettes des gaz et ses commandes de mélange au réglage réglementaire, tout en gardant un contact visuel avec l'appareil de Lindbergh volant sur son aile droite. Même pendant la montée, il pouvait voir que les moteurs de Lindbergh semblaient développer une puissance identique malgré leurs configurations différentes. À l'altitude de croisière, la démonstration commença vraiment. La voix de Lindbergh résonna à la radio avec une précision technique. Réduction du régime à 1600 tours par minute, pression d'admission 30 pouces, mélange appauvri automatique, vitesse 300 km/h indiquée. McDonald vérifia ses propres instruments. Son appareil consommait du carburant au rythme attendu, environ 197 litres par heure par moteur, soit 394 litres au total. Mais l'observation visuelle suggérait que l'appareil de Lindbergh maintenait une vitesse et une altitude identiques malgré ses réglages moteurs radicalement différents. La première heure se déroula sans incident, la navigation se déroulant exactement comme prévu. McDonald se surprit à vérifier les indicateurs de débit de carburant plus fréquemment que d'habitude, comparant ses taux de consommation aux calculs de planification de mission. Tout correspondait aux performances attendues, ce qui rendait l'affirmation de Lindbergh de plus en plus significative. Si le pilote civil réalisait effectivement 30% d'économie de carburant tout en maintenant les performances de croisière, les implications pour les opérations dans le Pacifique étaient stupéfiantes.
La voix de McGuire brisa le silence radio au bout d'1h30. « Chef, j'affiche un débit de carburant environ 20% inférieur à la normale pour cette phase de vol. » La transmission confirma ce que McDonald avait commencé à soupçonner. Même McGuire, volant avec les réglages de croisière standard mais observant de près la technique de Lindbergh, adoptait inconsciemment une gestion de puissance plus efficace. L'effet psychologique de regarder les économies de carburant en action influençait les habitudes de pilotage dans toute la formation. 2 heures après le début de la mission, ils rencontrèrent leur première situation tactique. Les rapports de renseignement avaient indiqué un possible trafic de barges japonaises près de l'île de Samate, et la reconnaissance visuelle confirma plusieurs cibles ancrées dans une crique protégée. La procédure d'attaque standard exigeait des passes à grande vitesse avec les réglages de pleine puissance, exactement le genre de manœuvres gourmandes en carburant qui rendaient les missions longue distance problématiques. Vol Lightning ici, chef. Zone cible en vue. Préparez-vous pour l'attaque au sol. McDonald poussa ses manettes des gaz, sentant les 2 moteurs répondre avec une puissance accrue, tandis que le débit de carburant grimpait jusqu'au réglage maximum de combat. La course d'attaque se déroula normalement. Approches en piqué, passes de mitraillage multiples et manœuvres défensives pour éviter la défense anti-aérienne. Mais il remarqua que Lindbergh maintenait la formation tout au long de l'engagement, son appareil répondant normalement aux demandes de puissance de combat malgré sa configuration de croisière non conventionnelle. L'engagement dura 12 minutes, les 4 appareils dépensant des munitions importantes contre les barges et les installations côtières. Pendant la remontée à l'altitude de croisière, McDonald remit ses moteurs au réglage standard longue distance tout en surveillant le carburant restant. La puissance de combat avait consommé du carburant auto-attendu, lui laissant environ 60% de sa capacité pour le vol retour. « Chef, contrôle carburant », transmit McDonald. « 2 affiches 60% restants, répondit McGuire. 3 58%. 4 72% restants, rapporta calmement Lindbergh. McDonald vérifia 2 fois sa radio, certain d'avoir mal entendu la transmission. 72%. Après 2 heures de vol de croisière et 12 minutes de manœuvre de combat, Lindbergh avait encore près des 3/4 de sa charge de carburant restante. Les chiffres étaient impossibles selon tout ce que McDonald comprenait de la consommation de carburant des P-38. 4. Répétez carburant restant. 72% confirmé, répondit Lindbergh. Le débit de carburant pendant la croisière a été en moyenne d'environ 265 litres par heure au total. Les mathématiques étaient indéniables. Alors que l'appareil de McDonald avait consommé environ 760 litres pendant la première phase de leur mission, Lindbergh n'en avait utilisé que 530 litres pour une distance et un temps de vol identique. La réduction de 30% de la consommation était exactement ce qu'il avait promis pendant le briefing, mais voir la démonstration en conditions de combat transformait des possibilités théoriques en réalité opérationnelle. Le vol retour fournit une confirmation supplémentaire. Malgré le maintien de la vitesse et de l'altitude de la formation, la consommation de carburant de Lindbergh resta constamment inférieure au réglage de croisière standard. Au moment où Hollandia apparut en vue, McDonald calculait des marges de carburant qui semblaient presque luxueuses comparées à leur planification normale serrée. L'atterrissage révéla l'ampleur totale du succès de la démonstration. Les équipes au sol commencèrent immédiatement les mesures de carburant à l'aide de jauges calibrées pour déterminer la consommation exacte de chaque appareil. McDonald était rentré avec 18% de carburant restant, adéquat pour l'achèvement de la mission, mais offrant peu de réserve pour des circonstances imprévues. Lindbergh sortit de son cockpit avec 34% de carburant encore dans ses réservoirs. Le scepticisme se fissura d'abord parmi les équipes au sol. Le sergent-chef Mike Kowalski travaillait sur les moteurs de P-38 depuis avant Pearl Harbor et il comprenait la consommation de carburant comme un banquier comprend les intérêts composés par l'observation quotidienne et méticuleuse de chiffres qui ne mentaient jamais. Quand le Lightning de Lindbergh revenait constamment de mission avec des relevés de carburant qui défiaient tous les manuels que Kowalski avait étudiés, le mécanicien vétéran commença à poser des questions qui contournaient la hiérarchie militaire. « Colonel McDonald, monsieur »
dit Kowalski après la 5e mission consécutive où la consommation de carburant de Lindbergh était 30% inférieure au taux standard. Soit ce civil a des moteurs magiques, soit tout ce qu'on nous a appris sur les réglages de croisière est faux. McDonald se surprit à opiner plus fréquemment lors de ces conversations. Les preuves s'accumulaient avec une précision mathématique qui ne pouvait être rejetée ou expliquée. Mission après mission, Lindbergh revenait avec des quantités de carburant qui auraient dû être impossibles compte tenu des distances parcourues et du temps passé en vol. Plus significativement, ces moteurs ne montraient aucun signe des dommages que la doctrine militaire insistait à dire résulteraient d'un fonctionnement au-delà du carré. La résistance des pilotes se révéla plus tenace que les preuves mécaniques. Le lieutenant Hayes, qui s'était porté volontaire pour essayer la technique de Lindbergh lors d'un vol d'entraînement, revint de sa première tentative visiblement secoué par la pression psychologique de faire tourner des moteurs dans des configurations qui contredisaient tout ce qu'on lui avait appris. « J'ai eu l'impression que c'était mal pendant tout le vol, mon colonel », rapporta-t-il à McDonald, comme si j'attendais que quelque chose explose. Mais Hayes rapporta aussi une consommation de carburant qui correspondait presque exactement aux affirmations de Lindbergh. 276 litres par heure au total, contre son taux de consommation habituel de plus de 380 litres. Les jauges de carburant du lieutenant ne se souciaient pas de son confort psychologique. Elles enregistraient simplement la réalité mathématique d'une efficacité améliorée. Le major Peterson représenta le dernier bastion de l'ancienne garde contre la nouvelle technique. Vétéran des missions au-dessus de positions japonaises lourdement défendues, Peterson avait survécu en suivant des procédures qui maintenaient son avion en vol quand d'autres pilotes tentaient trop leur chance. « Monsieur Lindbergh, dit-il lors d'une discussion particulièrement animée sous la tente des opérations, vous nous demandez de miser notre vie sur des techniques qui vont à l'encontre de tout ce que nous savons sur la gestion moteur. » La réponse de Lindbergh portait le ton patient de quelqu'un habitué au scepticisme technique. « Major, ce que vous savez sur la gestion moteur provient d'une formation conçue pour des exigences opérationnelles différentes, vol de courte durée, réglage de puissance maximum et marge de sécurité conservatrice appropriée aux environnements d'entraînement. » Il désigna le tableau de planification de mission couvert de routes qui s'étendait sur des centaines de kilomètres à travers l'océan vide. Ces missions exigent des techniques d'efficacité qui ne faisaient pas partie du programme militaire standard. La percée se produisit lors d'une mission sur Wewak le 28 juillet. McDonald avait planifié le raid comme une attaque standard en formation contre des installations de ravitaillement japonaises, mais les rapports de renseignement suggéraient une forte opposition de chasseurs. Le genre de combat aérien prolongé qui testerait chaque aspect des performances des appareils dans les conditions les plus exigeantes possibles. Lindbergh volait ce jour-là dans l'aile de McGuire, se positionnant là où le pilote de combat le plus expérimenté de l'escadron pourrait observer ses techniques pendant un véritable combat aérien. Le profil de la mission exigeait un transit de 645 km jusqu'à la zone cible, suivi d'un possible engagement RR, d'une attaque au sol et du vol retour. Exactement le genre d'opération complexe où la gestion du carburant pouvait faire la différence entre le succès de la mission et le désastre. Ils rencontrèrent des avions japonais exactement comme les renseignements l'avaient prédit. Une formation de bombardiers en piqué Mitsubishi Ki-51 escortés par des chasseurs Zéro approchant de Wewak par le nord-ouest. L'engagement commença avec des tactiques standards, avantage d'altitude, attaques coordonnées et manœuvres agressives pour gagner des positions de tir. Mais alors que le combat tournoyant se prolongeait au-delà de la durée normale, la consommation de carburant devint un facteur critique pour chaque pilote impliqué. McDonald observait le combat aérien se dérouler avec la précision détachée d'un commandant qui avait vu trop d'engagements similaires. Des P-38 manœuvrant contre des chasseurs japonais dans des parties d'échecs tridimensionnelles où des décisions prises en une fraction de seconde déterminaient la survie. La dépense de munitions, les taux de consommation de carburant et le positionnement tactique entraient tous dans des calculs que les pilotes faisaient instinctivement tout en subissant plusieurs jets dans les virages de combat. Le chef de la formation japonaise, identifié plus tard comme le capitaine Saburo Shimatada,
démontra le genre de pilotage agressif qui avait rendu les pilotes de Zero légendaires pendant les premières années de la guerre. L'appareil de Shimatada traversa les manœuvres défensives avec une précision qui suggérait des centaines d'heures de combat, forçant les pilotes américains à répondre avec des réglages de puissance maximum qui consommaient du carburant à des taux bien supérieurs à la consommation de croisière. La voix de McGuire grésilla à la radio pendant une brève accalmie dans l'engagement. Multiples bandits, munitions faibles, carburant devient un facteur. C'était le genre de situation qui séparait les pilotes de combat expérimentés de ceux qui n'avaient pas encore appris à gérer simultanément des facteurs de crise multiples. Munitions, carburant, capacité des avions ennemis, distance de la base, conditions météorologiques, tout exigeait une évaluation immédiate tout en maintenant une conscience de la situation dans un combat tridimensionnel. L'appareil de Lindbergh manœuvra pendant l'engagement avec le même contrôle précis qu'il avait démontré pendant le vol de croisière. Pas de mouvement inutile, pas de réglage de puissance superflu et un positionnement tactique constant qui suggérait une aisance totale avec les caractéristiques de maniement du P-38. Quand l'appareil endommagé de Shimatada se tourna directement vers Lindbergh dans ce qui semblait être une tentative d'éperonage, la réponse du pilote civil fut immédiate et décisive. Le bref engagement se termina avec l'appareil de Shimatada en spirale vers l'océan, traînant fumée et débris. Lindbergh avait remporté sa première et unique victoire aérienne de la guerre. Mais l'importance dépassait le succès individuel au combat. Il avait prouvé que les techniques de croisière économes en carburant ne compromettaient pas l'efficacité au combat lorsqu'elles étaient appliquées par des pilotes qui comprenaient à la fois la gestion moteur et le pilotage tactique. Le vol retour fournit la confirmation finale de la valeur pratique de la technique. La formation de McDonald avait été en vol pendant plus de 8 heures, y compris des manœuvres de combat prolongées au réglage de puissance maximum. Une planification de carburant standard aurait laissé la plupart des pilotes calculer des options d'atterrissage d'urgence ou envisager un amérissage si les vents contraires augmentaient. Au lieu de cela, ils atterrirent à Hollandia avec des réserves de carburant qui semblaient presque luxueuses. McDonald se posa avec suffisamment de carburant restant pour 1 heure de vol supplémentaire. McGuire, qui avait expérimenté avec des réglages de croisière modifiés tout au long de la mission, rapporta des marges similaires. Mais les jauges de carburant de Lindbergh affichèrent des quantités qui semblaient encore impossibles, suffisamment de carburant restant pour près de 2 heures de vol supplémentaire. Les inspections après vol des équipes au sol ne révélèrent aucun dommage moteur, aucune usure anormale et aucun problème mécanique qui suggérerait des effets néfastes du fonctionnement au-delà du carré. L'examen détaillé par Kowalski des moteurs de Lindbergh montra en réalité une usure légèrement inférieure à celle d'appareils comparables opérés avec les réglages standards, suggérant que les techniques de croisière efficaces pourraient en fait prolonger la durée de vie du moteur plutôt que la raccourcir. La nouvelle du succès au combat se répandit dans le 475e Fighter Group avec la rapidité de toute information militaire significative. Lindbergh avait démontré l'efficacité énergétique dans les conditions opérationnelles les plus exigeantes, prouvé l'efficacité au combat contre des pilotes ennemis expérimentés et était revenu avec un état moteur qui contredisait tous les avertissements concernant les dommages liés au dépassement du carré. Le major Peterson aborda McDonald ce soir-là avec le respect à contre-cœur de quelqu'un dont le scepticisme professionnel avait été vaincu par des preuves indéniables. « Mon colonel, je voudrais demander la permission d'essayer les techniques de M. Lindbergh lors de la mission de patrouille de demain. » La digue avait enfin cédé. En 1 semaine, chaque pilote de l'escadron expérimentait avec des régimes réduits et des mélanges appauvris automatiques. Les résultats correspondaient aux prédictions de Lindbergh avec une constance mathématique. 30% d'économie de carburant, des capacités d'autonomie étendues et aucun problème mécanique qui n'aurait pas été prédit par une doctrine de formation obsolète. McDonald réalisa qu'ils avaient été témoins de plus qu'une démonstration technique. Ils avaient vu une connaissance institutionnelle contestée et renversée par des preuves qui ne pouvaient être rejetées ou ignorées. En août 1944, la transformation était complète.
Ce qui avait commencé comme la suggestion controversée d'un civil était devenu une procédure opérationnelle standard dans toutes les unités de P-38 du théâtre Pacifique. Les manuels de vol furent rapidement révisés, les ordres techniques réécrits, et les pilotes instructeurs se retrouvèrent à enseigner des techniques qui contredisaient directement tout ce qu'ils avaient appris pendant leur propre formation. La révolution institutionnelle s'était produite avec une rapidité surprenante, portée par des résultats que les commandants ne pouvaient ignorer. McDonald se tenait sous la tente des opérations, étudiant les tableaux de planification de mission qui auraient été impossibles quelques mois plus tôt. Des routes s'étendaient profondément en territoire tenu par les Japonais, des allers-retours de 1530 km vers Balikpapan, des patrouilles prolongées au-dessus de la mer de Célèbes, des missions d'escorte qui poussaient les capacités des P-38 à des limites que la doctrine antérieure avait considérées comme fantaisistes. Les chiffres racontaient l'histoire avec une précision mathématique. Rayon de combat passé de 920 km à 1200 km. Consommation de carburant réduite de 30%. Capacité de mission étendue de 40% en temps de vol. Le colonel Lewis s'approcha avec les derniers rapports opérationnels, son expression arborant l'air satisfait d'un officier dont les problèmes tactiques avaient été résolus par une innovation inattendue. Le 432e escadron a terminé une mission d'escorte de 8 heures vers Bornéo hier, rapporta-t-il. Formation complète, pas d'urgence carburant. Réserves adéquates pour les manœuvres de combat sur l'objectif. L'importance n'échappa pas à McDonald. Les missions de 8 heures étaient des discussions théoriques 4 mois plus tôt. Maintenant, elles représentaient des opérations de routine que les pilotes planifiaient avec confiance plutôt qu'avec un espoir désespéré. La transformation psychologique égalait le progrès technique. Les équipages ne calculaient plus les marges de carburant avec la précision sinistre d'hommes s'attendant à mourir de réservoirs vides au-dessus d'un océan sans fin. Le sergent-chef Kowalski était devenu un expert inattendu des nouvelles procédures, formant les équipes au sol dans tout le Pacifique sur les réglages de mélange et la gestion de puissance qui maximisait l'efficacité énergétique. Ces rapports de maintenance montraient constamment un état moteur égal ou supérieur aux paramètres opérationnels standards, réfutant définitivement des décennies d'avertissements concernant les dommages liés au dépassement du carré. « Mon colonel », rapporta Kowalski lors d'un de leurs briefings de maintenance réguliers, les moteurs opérés avec les réglages de M. Lindbergh montrent en réalité moins d'usure que les appareils comparables fonctionnant à la puissance de croisière standard. Des températures de combustion plus basses, un stress mécanique réduit et une meilleure atomisation du carburant prolongent la durée de vie opérationnelle plutôt que de la raccourcir. La validation technique représentait plus qu'une confirmation mécanique. Elle suggérait que la connaissance institutionnelle codifiée dans les manuels de formation et perpétuée par l'instruction militaire pouvait être fondamentalement erronée sur des principes opérationnels de base. Les implications s'étendaient bien au-delà de la consommation de carburant, touchant aux questions de savoir comment les organisations militaires évaluent et adoptent de nouvelles informations. Le lieutenant Hayes, maintenant l'un des défenseurs les plus virulents de l'escadron pour les nouvelles techniques, avait personnellement volé plus de 200 heures en utilisant les méthodes de Lindbergh. Son carnet de vol documentait des économies de carburant qui s'accumulaient en avantages tactiques mesurables en efficacité de combat. « Mon colonel, dit-il à McDonald lors d'un débriefing de mission, la patrouille d'hier à Halmahera aurait été impossible avec les anciens réglages de croisière. Nous avons volé pendant 9 heures. Engagé des avions ennemis sur l'objectif et atterri avec suffisamment de carburant pour 1 heure de vol supplémentaire. L'élément humain s'était révélé aussi adaptable que les systèmes techniques. Les pilotes initialement préoccupés par les missions d'endurance de 9 heures découvrirent que la réduction du bruit et des vibrations du moteur due au régime plus bas diminuait en fait la fatigue pendant les vols prolongés. Le confort du cockpit s'améliora. Les demandes du système d'oxygène restèrent gérables et la pression psychologique des calculs de carburant diminua à des niveaux acceptables. Le major McGuire était devenu le défenseur le plus efficace de la technique parmi les pilotes de combat. Sa réputation portait un poids considérable dans toute la communauté des chasseurs et son approbation des méthodes de Lindbergh influença des pilotes dans de multiples escadrons. L'ancienne façon de penser la gestion du carburant nous tuait, observa McGuire lors d'une réunion de chefs d'escadron.
Pas par une défaillance mécanique, mais par des limitations auto-imposées qui nous empêchèrent d'atteindre des cibles qui auraient dû être à notre portée. Les implications stratégiques devinrent apparentes alors que les planificateurs de mission réalisaient que les unités de P-38 pouvaient désormais frapper des cibles auparavant réservées aux bombardiers à plus long rayon d'action. Des installations japonaises qui avaient été hors de portée des chasseurs devinrent soudainement accessibles à des formations capables de voler près de 10 heures avec des réserves de carburant adéquates pour les opérations de combat. L'équilibre tactique dans le Pacifique changea alors que les chasseurs américains gagnaient une autonomie opérationnelle correspondant aux vastes distances de la guerre océanique. La nouvelle de la percée dans l'efficacité énergétique se répandit par des canaux officieux qui connectaient les pilotes de P-38 à travers tout le théâtre pacifique. Des commandants d'escadron de l'Australie aux Aléoutiennes commencèrent à demander des briefings détaillés sur les techniques de croisière qui promettaient d'étendre leurs capacités opérationnelles. Le réseau informel de communication qui existait parmi les pilotes de chasse transportait l'information technique plus rapidement que les canaux militaires officiels. MacDonald se retrouva à traiter des demandes d'unités aussi éloignées que le théâtre Chine-Birmanie-Inde, où les pilotes de P-38 faisaient face à des limitations d'autonomie similaires sur un terrain tout aussi difficile. Les techniques que Lindbergh avait démontrées au-dessus des eaux du Pacifique se révélèrent tout aussi efficaces au-dessus des pics de l'Himalaya et des jungles birmanes, confirmant que les principes d'efficacité énergétique transcendaient les environnements opérationnels spécifiques. À la fin de 1944, les escadrons d'entraînement aux États-Unis avaient incorporé les nouvelles procédures de croisière dans les programmes d'instruction standards. Les pilotes fraîchement diplômés arrivaient dans les unités de combat du Pacifique déjà familiers, avec des techniques que leurs prédécesseurs avaient apprises par des essais et erreurs dangereux au-dessus de territoires hostiles. La courbe d'apprentissage institutionnel avait été comprimée de mois d'expérience de combat en semaines de formation systématique. Les preuves statistiques devinrent accablantes à mesure que les rapports opérationnels s'accumulaient. Les taux de survie des pilotes s'améliorèrent sensiblement à mesure que les urgences liées au carburant diminuaient. Les taux de réussite des missions augmentèrent à mesure que les formations pouvaient rester sur les zones cibles pendant des périodes prolongées. Des installations ennemies auparavant protégées par la distance devinrent vulnérables à des attaques régulières par des chasseurs capables de les atteindre avec des réserves de carburant adéquates. Le départ de Lindbergh de Hollandia en août 1944 marqua la fin de son implication directe dans les opérations du Pacifique, mais sa contribution technique continua d'influencer l'efficacité au combat pendant les années de guerre restantes. Il laissa derrière lui un noyau de pilotes et d'équipes au sol qui comprenait des principes de gestion du carburant qui serviraient de connaissances fondamentales pour le développement des avions à réaction dans l'après-guerre. La leçon institutionnelle s'étendait au-delà de l'aviation vers des questions plus larges sur la doctrine militaire et l'innovation. La percée dans l'efficacité énergétique du P-38 avait démontré que la sagesse conventionnelle, même lorsqu'elle était soutenue par des programmes de formation approfondis et une documentation technique, pouvait être fondamentalement incorrecte sur des principes opérationnels de base. La rapidité avec laquelle de nouvelles techniques remplacèrent des procédures établies suggérait que les organisations militaires pouvaient s'adapter rapidement lorsqu'elles étaient confrontées à des preuves qui ne pouvaient être rejetées. Le rapport de mission finale de MacDonald au quartier général supérieur quantifia la transformation en termes qui parlaient directement aux planificateurs stratégiques. Rayon de combat étendu de 31%, consommation de carburant réduite de 30%, capacité de durée de mission augmentée de 40%. Ces chiffres se traduisirent en avantages tactiques qui influencèrent la planification des campagnes aériennes dans tout le théâtre pacifique et établirent des précédents pour les opérations de chasse à long rayon d'action qui se poursuivraient pendant la guerre de Corée et au-delà. La révolution silencieuse qui avait commencé avec la suggestion d'un civil d'essayer différents réglages de moteur avait fondamentalement changé la façon dont l'avion de combat le plus important de l'Amérique opérait dans le plus grand théâtre de guerre du monde. La leçon était à la fois simple et profonde. Parfois, les experts ont tort, et parfois, économiser du carburant signifie gagner des batailles.